Mesdames, Messieurs, bonjour. Est-ce que vous m'entendez tous? J'ai pas de retour. Merci d'être venus pour ce débat à partir de ce rapport. Sol artificialisé et processus d'artificialisation des sols, déterminant impact et levier d'action. Je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, ne vous inquiétez pas, parce qu'on est déjà en retard. Juste une anecdote pour montrer que les choses changent ou pas. On n'a jamais autant parlé des sols que depuis 2 à 3 ans, y compris à l'antenne de France Inter et ailleurs. C'est une bonne chose. Les agriculteurs n'ont jamais cessé d'en parler en disant que les pavillons, les ZAC et compagnie, c'est rien que de la terre agricole qui s'en va. Si je lis le rapport, manifestement, c'est plus compliqué que ça. Néanmoins, on peut être surpris. J'ai participé à une réunion grand public sur le Grand Paris il y a quelques semaines à Supélec. Et ces messieurs et dames, grands experts de la chose, du Grand Paris, n'ont jamais employé le mot sol en une après-midi de débat. Ils ont parlé truelle, BTP, béton, métro, tramway, mais la question des sols et de l'usage des terres, manifestement, jusqu'à ce que je leur pose la question, n'était pas parvenue jusqu'à leur niveau de conscience, ce qui a provoqué dans le public des réactions pour le moins peu apaisé. Voilà où on en est. On va démarrer cette journée par quelques mots d'introduction avec Patrick Buessot. Bonjour monsieur, adjoint au chef du service de la recherche CGDD, ministère de la Transition écologique et solidaire. C'est à vous. Bonjour à tous. Nous voilà au terme d'une longue aventure qui a commencé mi-2015 quand le ministère de l'écologie et l'ADEME, dans un premier temps, sur la lancée d'un programme de recherche qui s'appelait GESOL et qui ont été rejoints assez rapidement par le ministère de l'Agriculture, ont réfléchi en fait aux questionnements qu'on souhaitait soumettre à l'INRA et l'IFSTAR dans le cadre de cette expertise scientifique collective. Donc à la fin de l'année, il y a eu une saisine, puis un conventionnement, et le travail a réellement débuté début 2016, donc au premier trimestre. Donc voilà, après 1 an et demi de travaux, puis de peaufinage des différents documents qui seront présentés aujourd'hui, on arrive au terme de ce travail. Bon, je voulais rappeler quelles étaient nos motivations au début. Donc en premier lieu, bien sûr, et Baptiste Meunier du ministère de l'Agriculture le rappellera, je pense, il y avait la consommation des terres agricoles, donc qui est la définition même de l'artificialisation. On ne peut pas l'oublier. Alors pour ceux qui l'auraient oublié, je renvoie par exemple à un communiqué de presse de la FN Safer du mois de mai 2017 qui rappelait que l'artificialisation repartait de plus belle ainsi que l'accaparement des terres. Donc on voit quand même qu'il y a dans le monde agricole une très très forte conscience de ce problème-là. Le ministère de l'écologie poursuivait d'autres buts en lançant cette expertise scientifique collective. Et il s'agissait pour nous principalement de documenter scientifiquement certaines assertions qu'on attribue à l'artificialisation. Alors, certaines assertions, qui attribuent à l'artificialisation la cause de phénomènes aussi variés que les inondations et les crues lentes, la perte de biodiversité et la pollution des sols et le transfert des polluants. Donc, dans notre idée, on disait, il y a peut-être des raisons de freiner la politique d'artificialisation. On invoque toujours ces causes-là. Il y a des inondations, c'est l'artificialisation. Et donc, on souhaitait quand même avoir une série de résultats scientifiques qui nous permettent de les documenter et d'appuyer nos politiques publiques. En effet, le ministère de la Transition écologique et solidaire, donc à l'instar du ministère de l'Agriculture, souhaite, dans la mesure du possible, fonder ses politiques publiques sur une expertise qui repose sur des résultats scientifiques. Je le redis parce que c'est quand même extrêmement important pour nous. Et c'est dans ce cadre qu'on avait proposé à ces deux organismes de mener conjointement l'expertise en associant d'autres partenaires scientifiques et techniques qui seront mentionnés tout à l'heure, ainsi que le monde associatif et puis le monde économique. Alors cette évaluation, cette expertise devait identifier, et à mon sens elle l'a fait, la hiérarchie des facteurs dont les déterminants réglementaires socio-économiques à l'origine de ce phénomène d'artificialisation. Et elle devait aussi comporter, et là encore, je crois que c'est le cas, et on le verra toute cet après-midi, une revue critique des leviers d'action proposés dans la littérature scientifique internationale pour tenter de diminuer les impacts de ce phénomène. Certaines des questions que je suis en train d'évoquer étaient documentées de manière très isolée, mais ce que nous permet d'avoir cette expertise, c'est quand même un regard
extrêmement globale sur le phénomène. Ceux qui ont déjà pris connaissance des documents ont vu que c'était... voilà, à la fois c'est très large et c'est très intriqué. Et moi, ce que j'en ai retenu, c'est qu'on a quand même deux grands aspects dans les résultats qui vont vous être présentés. L'artificialisation, elle a deux volets. Il y en a un qui est dynamique et l'autre qui est statique. Alors, je m'explique. On a sur les bras un grand stock de sols artificialisés. Alors, j'ai lu récemment un chiffre qui était 9,3% du territoire. Ça doit être en 2015. Et la question qui est posée pour le ministère de la Transition écologique et solidaire principalement, c'est comment diminuer l'impact environnemental des sols qui sont déjà artificialisés. Et à la limite, en renversant la proposition, c'est comment les valoriser au mieux. À travers de l'agriculture, à travers des espaces favorables à la biodiversité, en relançant sur ces sols-là des services écosystémiques qui en avaient disparu. Voilà. Donc sur les sols déjà artificialisés, on a une problématique qui est sur des impacts environnementaux. Sur le volet dynamique, c'est-à-dire les sols qui s'artificialisent, donc c'est la question du flux par rapport au stock. Donc là, on avait plutôt des considérations qui étaient économiques finalement. C'est pourquoi des sols qui étaient dévolus à l'agriculture et dont on a besoin pour assurer la sécurité alimentaire passent à d'autres usages. Voilà. Le transfert est irréversible. Donc ces deux aspects vont conduire à un certain nombre d'arbitrages. Et je voulais revenir sur les politiques publiques. On ne peut pas savoir actuellement ce que le gouvernement fera en 2018 sur le sujet. Donc on sait par exemple que dans la lettre de mission qu'a confiée Édouard Philippe à Nicolas Hulot, il y a quand même quelques mots là-dessus. D'abord, il y a des adhérences parce qu'il y a tout un tas de sujets qui ont un rapport avec les sols. Donc je peux citer par exemple l'accélération de la mise en œuvre de l'accord de Paris, la rénovation thermique des bâtiments, les rénover plutôt qu'en faire des neufs, la question des énergies renouvelables, agrocarburants, fermes de photovoltaïque, les questions de fiscalité environnementale. Et puis, à la fin de la lettre, il y a un paragraphe sur la perte de biodiversité. Donc, vous ferez la défense de la biodiversité un enjeu national et international. Et puis, un sous-paragraphe sur vous me ferez des propositions pour lutter contre l'artificialisation et l'appauvrissement des sols, qui sont une des principales menaces pour la biodiversité. Donc, je ne sais pas ce qui se passera en 2018. Je pense qu'il y aura des actions du gouvernement autour de ces sujets-là, donc biodiversité et artificialisation. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que cet ESCO, ce n'est pas un document de politique publique, en fait. C'est une expertise qui concentre, en fait, les résultats de la littérature scientifique. Je trouve que c'est une formidable boîte à outils et qui permettra, en fait, de rendre des arbitrages en connaissance de cause. C'est-à-dire, je ne sais pas quelle politique publique on fera, mais au moins, on pourra dire, voilà, en ayant lu l'ESCO, je sais quels sont les impacts des actions que j'imagine et que je mets en œuvre. Voilà. Donc j'en terminerai ici pour ne pas être trop long. Je voulais quand même remercier l'ensemble des acteurs de l'ESCO. Je pense qu'il faut dire un mot spécial pour Maëlys Desrousseaux, que je n'aperçois pas ici, mais elle est là, voilà. Oui, effectivement, elle est devant, je ne sais pas où elle serait d'ailleurs, qui a été quand même la cheville ouvrière de cette expertise, donc avec Bertrand Schmitt de l'INRA, les trois pilotes qui auront l'occasion de se présenter tout à l'heure, les experts qui ont été mobilisés, et puis vous tous aujourd'hui. Voilà, donc je laisse tout de suite la parole à mes deux, enfin je ne sais pas comment on dit, les deux autres organismes qui ont saisi l'INRA et l'IFSTAR pour mener cette expertise. Et puis je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci Patrick Bouisseau. Joëlle Kergrez-Lessu, directrice exécutive adjointe, direction exécutive programme de l'ADEME. C'est à vous. C'est ça, merci. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc moi, on va essayer de ne pas trop se répéter quand même et de ne pas faire trop long. Pourquoi est-ce que nous, on s'intéresse à une question comme celle-là, évidemment, à travers nos missions, qui sont sur la préservation des sols et la conquête du foncier dégradé, qui sont sur tout ce qui va nous servir dans nos propres stratégies sur l'urbanisme durable et sur les plans d'action sur la gestion des sols, et puis plus généralement sur des sujets transversaux qui ont trait évidemment aux impacts environnementaux et qui impliquent chez nous de nombreux services. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment de travailler sur un optimum des nombreux services que rend le sol, que ce soit au titre de la biodiversité, de la production alimentaire, de la production de matériaux, d'énergie,
de l'enjeu climat très fortement aussi, de la régulation des crues, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, des supports physiques et de la gestion du foncier par rapport aux questions d'urbanisme plus largement. Donc on partage des constats sur cette ressource limitée et non renouvelable pour lesquelles il y a des demandes croissantes et antagonistes. On entend beaucoup de chiffres qui effraient, alors même que les méthodes de mesure sont très très perfectibles, semble-t-il, si on lit vos travaux. Et puis qui sont aussi assez peu fournis en matière de qualité des sols croisés avec les quantités. Bref, on est déjà dans une façon, on est déjà dans un état de compétition, de tension sur ces espaces, d'où notre participation à la commande, bon, pour les mêmes raisons, nous éclairer évidemment et contribuer nous aussi à l'élaboration de politiques publiques. Nous, évidemment, selon un peu les commanditaires, on n'allait pas chercher exactement les mêmes registres. Nous, on est vraiment très, très intéressés par les déterminants et les conséquences environnementales, mais sociales et économiques aussi, qu'elles soient positives ou négatives. On est évidemment très axés, puisque c'est notre rôle de traduire un peu tous ces travaux amont, de les axer sur des leviers d'action, de s'en servir. Nous, ADEME, au sein de nos propres stratégies et des propres travaux qu'on doit soutenir et conduire nous-mêmes. Et puis, bien sûr, notre contribution pour permettre de sensibiliser, d'informer et de contribuer à limiter ce gaspillage. On a des stratégies, je vous l'ai dit, sur la bioéconomie, sur les sites et sols pollués, sur l'urbanisme, sur la lutte contre le changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Tout ça, ça doit pouvoir alimenter nos travaux. Et au bout du bout, ce qu'on souhaite, c'est évidemment éclairer là où les décisions se prennent. Et pour le traduire, j'allais dire de façon plus concrète, ça va être dans tout ce à quoi on travaille sur la promotion de documents pour la qualité de l'urbanisme et des projets d'aménagement. On va se servir de ces travaux, entre autres. Pour tout ce qui est guide de sensibilisation qu'on publie largement également. Et puis sur tous nos scénarios, parce qu'on travaille beaucoup aussi en prospective, on travaille sur nos visions et on essaie d'alimenter les politiques publiques en la matière, sur tout ce qui va être scénario énergie-climat et plan climat, avec l'enjeu sol très, très important aussi. On travaille aussi de plus en plus sur les plans alimentaires territoriaux, et c'est des choses qui évidemment nous concernent. Là, je vous parlais d'actions concrètes. Ça ne veut surtout pas dire que notre rôle n'est pas de continuer à soutenir les travaux de R&D comme on en ressent le besoin pour mieux mesurer, pour mieux qualifier ce qui se passe. Donc je vous épargne les remerciements parce que c'est les mêmes, c'est pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Et pour le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, Baptiste Meunier. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, je vous prie d'excuser Rick van der Herven, sous-directeur adjoint de la performance environnementale, qui a une réunion interministérielle donc urgente et qui nous rejoindra en cours de route. Donc, je vais faire court parce que vous avez tous hâte d'avoir la restitution donc, des travaux de l'ESCO. Juste vous dire que le ministère de l'Agriculture porte une attention toute particulière au sol qui assure des services écosystémiques prioritaires, dont une alimentation de qualité, la sécurité alimentaire, la production de biomasse pour la bioéconomie et l'économie circulaire au service des transitions climatiques et énergétiques. Alors, quelques mots sur les états généraux de l'alimentation, puisque ça force un petit peu l'actualité chez nous. Vous dire que les conclusions de certains ateliers, notamment 3 et 11, pour ceux qui connaissent, ont récemment rappelé la nécessité de préserver les sols agricoles pour assurer une production de nourriture abondante et de qualité, et bénéficier des services assurés par les sols. Donc, ambition renouvelée dans le cadre de ces états généraux de l'alimentation. Donc, le ministère de l'Agriculture s'investit pour caractériser et suivre le patrimoine sol et poursuivra cet investissement. C'est la raison de sa participation à l'ESCO.
Nous suivons donc avec un grand intérêt vos travaux scientifiques. Alors il y a, et les experts ici présents le savent bien mieux que moi, un enjeu crucial autour de la connaissance et des données qui sont mobilisées au service des politiques publiques. Donc, je voulais mentionner, s'agissant des données relatives à la qualité des sols, je voulais citer le projet porté par le groupement d'intérêt scientifique Sol, dit GIS-Sol, qui procède à un inventaire cartographique des sols et au suivi de leur qualité grâce à plusieurs programmes soutenus par le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement et l'ADEME. S'agissant de la mesure de la consommation des espaces agricoles et naturels, l'enquête Terruti opérée par le service statistique du ministère de l'Agriculture a été le premier outil utilisé pour quantifier le processus en cours sur le territoire français. La qualité et la pertinence des données utilisées en la matière de consommation des espaces sont également discutées dans le cadre de l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc, la mission de cet observatoire, créé par la loi d'avenir agricole de 2014, vous l'avez compris, est d'élaborer des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces naturels, forestiers et naturels. Dans ce cadre, nous sommes notamment appuyés par le CEREMA ici présent et qui peut-être interviendra dans l'après-midi. Enfin, vous dire que le ministère de l'Agriculture porte une politique ambitieuse en faveur des sols. La stratégie pour une bonne gestion des sols, initiée fin 2016, va pouvoir contribuer à mieux mettre en cohérence les différentes politiques publiques et porter l'ensemble des enjeux de durabilité. Et Patrice Buézo l'a dit, on verra effectivement comment la réflexion derrière va se dérouler en 2018. Un mot sur nos dispositifs visant à protéger les espaces agricoles et naturels. Je voulais citer tout d'abord les outils de type zone agricole protégée et périmètre de protection des espaces agricoles, naturels et périurbains qui permettent de planifier la protection des zones agricoles rendues vulnérables par l'étalement urbain. Un petit mot également sur la commission départementale de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, qui est une instance de dialogue et donne un avis sur les documents d'urbanisme par le prisme de la consommation des espaces et la nécessité d'en avoir une gestion économe. Je vous citerai enfin le principe de la compensation agricole ouvert par la loi d'avenir et dont le décret d'application paru l'année dernière permet de mieux intégrer la thématique agricole pour certains projets soumis à évaluation environnementale. Voilà, après avoir dressé nos ambitions dans le domaine et les principaux outils que nous mettons en œuvre, je vais conclure par simplement vous dire que le ministère de l'Agriculture va prendre possession des résultats de l'ESCO pour enrichir évidemment ses réflexions sur les outils de politique publique actuels et encourager l'acquisition de connaissances sur des sujets qui seraient encore peu développés dans la littérature scientifique. Juste pour finir, je voulais également souligner qu'à côté d'expertise scientifique, des lieux d'échange et de décision concrètes pour concilier les enjeux de tous les acteurs existent. Et donc on a aussi besoin donc, de l'expertise scientifique, notamment dans le cadre de cet ESCO, qui va être très intéressant. On a aussi besoin, au ministère de l'Agriculture, de se nourrir des retours terrain et des initiatives qui sont engagées localement et dans les territoires. Voilà, je vous remercie. Merci, Baptiste Meunier. Oui, des retours terrain, le terrain qui parfois contredit ou au contraire va dans le sens de l'expertise et du concept. Merci d'accueillir Maëlys Desrousseaux, hein, vous l'avez bien compris, cheville ouvrière de ce travail qui va devant vous. C'est une salle pleine, j'ai rarement vu une salle aussi pleine. Elle est pleine comme un sol bien gras, bien lourd, un sol Picard ou du triangle de Gonesse, un sol fertile. Maëlys, je suis obligé de dire vous, hein, c'est à vous. Merci Frédéric pour cette belle introduction, mais moi je vois toujours une salle pleine quand on parle des sols. C'était pas le cas il y a 10 ans. Donc bonjour à tous, je suis très heureuse de vous voir ici réunis autour de la thématique de l'artificialisation des sols. Et donc je vais vous présenter désormais sans plus tarder les modalités de l'exercice des expertises scientifiques collectives telles qu'elles sont réalisées dans le cadre de l'INRA, mais aussi de manière plus générale. Donc ce travail en question, qui s'est étalé sur 1 an et demi, a mobilisé un très grand nombre de personnes et qui se sont tous attachés à respecter les principes et les méthodes de l'expertise scientifique collective, qui répondent à la fois à une charte elle-même qui répond aux termes de la loi d'orientation pour la recherche de 2006. Alors les ESCO
poursuivent un double objectif. Le premier objectif est celui, bien sûr, d'éclairer les politiques publiques par une approche scientifique. Et vous allez voir dans le déroulé de cet après-midi que la notion d'artificialisation, justement, questionnait grandement les différentes disciplines scientifiques. Le deuxième objectif des ESCO est celui de contribuer au débat public et donc d'être le plus largement diffusé et le plus accessible possible à tout type de public. La Charte nationale de l'expertise s'assure que les principes suivants sont respectés. La compétence des experts qui sont recrutés, si j'ose dire, puisque c'est un exercice bénévole, donc sur la base de leurs compétences et de leurs publications. Ensuite, leur indépendance, en particulier, ils doivent remplir notamment une déclaration d'intérêt pour s'assurer de l'indépendance des propos. Également une traçabilité dans les sources employées. L'ensemble des références et des sources seront rendues publiques sur le site de l'INRA. Et également une transparence quant à la méthodologie appliquée. Donc l'expertise scientifique collective est un état de l'art. C'est un état de l'art qui se veut le plus exhaustif possible et qui mobilise à la fois la littérature scientifique, mais également la littérature grise. Et sur la thématique de l'artificialisation des sols, cette dernière était d'importance. Par littérature grise, nous entendons les thèses, les ouvrages, mais aussi des rapports parlementaires, par exemple. C'est un exercice donc, qui est collectif et, comme je l'ai déjà dit, donc, qui aspire à éclairer la décision publique. Je précise qu'il n'a pour ambition de ne proposer ni avis ni recommandations. Nos conclusions ne sont pas obligatoires. Et bien sûr, les résultats sont diffusés le plus largement possible. Alors, plus précisément sur la problématique rencontrée par l'expertise scientifique collective sur les sols artificialisés et les processus d'artificialisation des sols, eh bien, tout d'abord était que cette notion reflétait un enjeu de politique publique plus qu'il n'était un objet scientifique. L'importance des débats qui ont eu lieu pendant 1 an et demi sur la réalité et les contours de la notion l'attestent. C'est également un enjeu d'actualité qui fait partie notamment des indicateurs de richesse du gouvernement et également c'est un indicateur d'érosion de la biodiversité. Or, pour bien mesurer l'érosion de la biodiversité via la question de l'artificialisation des sols, on s'est rendu compte qu'en l'occurrence, 3 notions s'entrecroisaient. La notion d'urbanisation, la notion d'imperméabilisation et celle enfin d'artificialisation des sols. Ces 3 notions causaient des impacts différents, avec des gradients différents, tant sur l'agriculture et les espaces agricoles que sur l'environnement. L'enjeu est donc de prendre en compte l'ensemble des activités humaines, hormis les activités agricoles et sylvicoles, mais aussi de s'intéresser à la façon dont on peut limiter l'extension de l'artificialisation, limiter ses effets, anticiper sa réversibilité et enfin estimer les coûts et bénéfices de l'artificialisation pour définir en toute cohérence une bonne politique publique. Alors ce travail s'est organisé selon 3 volets qui ont été identifiés à partir donc, du cahier des charges qui avait été négocié avec les commanditaires et les pilotes scientifiques. Ce cahier des charges avait une vocation assez large et les 3 grands volets donc, qui ont suivi sont celui de la méthode de mesure de l'artificialisation, celui des déterminants et impacts socio-économiques, spatiaux et réglementaires, et enfin celui des impacts environnementaux sur l'artificialisation des sols. À la suite de ce travail d'organisation, une importante équipe d'experts a été mobilisée, plus de 55 personnes donc durant 1 an et demi, qui représentent un large panel de disciplines qui va des sciences de l'environnement aux sciences humaines et sociales.